Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je sais que vous êtes enfermés, donc je me suis dit que peut-être j'allais vous emmener avec moi, vous promener un petit peu. On va aller à la pêche, on va aller prendre des perches au leurre. Allez, c'est parti. Bon, ça y est, on est arrivé. Le temps de mettre les waders et on se retrouve au bord de l'eau. À tout de suite. Bon, ça y est, je suis harnaché, les cannes sont prêtes. On a un petit peu de marche à faire, donc je vous laisse en profiter en timelapse. À tout de suite. Donc voilà, bienvenue sur mon terrain de jeu favori, c'est Devil Bend Reservoir, donc c'est à peu près 20 minutes de la maison pour moi. C'est l'endroit où je viens pêcher le soir après le boulot, quand j'ai besoin de respirer un peu, de prendre l'air, ou le week-end quand j'ai un petit peu envie d'aller à la pêche et que les conditions le permettent. Donc c'est un plan d'eau qui est assez grand, mais avec une zone limitée pour la pêche, donc en particulier toute cette bordure qui est derrière moi. Il y a deux espèces de perches principalement ici, des perches barrées comme on les connaît en France, et puis des perches, une espèce de perche australienne qui s'appelle estuary perch, une perche d'estuaire en français. Donc on va essayer de cibler ces deux espèces, on va pêcher au leurre. Pour ceux qui me connaissent un petit peu et qui se disent mon Dieu mais ils pêchent pas au coup, malheureusement la pêche au coup en Australie est très peu démocratisée. C'est super difficile de trouver des appâts, c'est super difficile de trouver des asticots par exemple, et ça coûte extrêmement cher. Donc j'ai préféré me tourner vers la pêche au leurre qui me permet d'avoir une activité un petit peu plus active peut-être que la pêche au coup aussi. Et donc voilà, aujourd'hui les conditions sont pas trop mal, donc on peut voir derrière moi il y a assez peu de vent, donc du coup ça devrait être relativement tranquille pour pêcher. Espérons qu'on réussisse à prendre quelques poissons. Allez, à toutes. Bon, donc du coup je vais commencer avec un petit leurre souple, hein. Je vais pas m'embêter, on va voir s'il y a 2-3 perches à prendre. Donc vraiment un petit leurre souple, tout ce qu'il y a de plus simple. Et puis on va en profiter pour discuter un petit peu, pour vous raconter un petit peu ce que je fabrique ici, comment ça se passe ici pour moi. Avant tout, j'espère que vous êtes tous en bonne santé, que vous vous cloisonnez et que vous restez bien tranquillement à la maison, à ne rien faire. En tout cas pour ceux qui peuvent se le permettre. Pour ceux qui sont obligés d'aller bosser, j'espère que vous le faites avec toutes les précautions nécessaires et que vous prenez bien soin de vous. Ici en Australie, pour le moment, l'épidémie débute. Donc on n'est encore pas cloisonné chez nous. Ça va venir, faut pas se leurrer, ça va venir. Le nombre de cas augmente de jour en jour. Le nombre de morts, malheureusement, augmente de jour en jour, mais on est sans commune mesure avec ce que vous pouvez connaître en France.
bon, j'ai voilà, j'ai pris une herbe. Bon, en tout cas, j'espère que toutes et tous, ceux qui prendront le temps de regarder, ça va vous donner un petit bol d'air alors que vous êtes enfermés chez vous. Vraiment, j'espère. C'est le but de cette vidéo. C'est pas de me la raconter ou quoi que ce soit. C'est vraiment de vous emmener avec moi un petit peu, vous faire découvrir ce que je fais d'habitude, un petit peu les poissons que je pêche et ce genre de choses. Et puis vous faire découvrir un truc un petit peu différent et puis vous emmener vous balader alors que vous êtes renfermé à la maison. Donc ce plan d'eau, ouais, je le pêche assez régulièrement. Il y a beaucoup de perches barrées et puis donc ces estuary perches. Ces perches d'estuaire, elles ont été, c'est des poissons d'alvinage, hein, c'est pas des poissons qui ont été mis, c'est pas des poissons qui sont naturellement présents. C'est des poissons qui sont assez fun à pêcher, qui sont assez agressifs, mais qui sont principalement actifs à la tombée du jour en fait, comme beaucoup de prédateurs, vous me direz, mais bon quand même. Donc du coup, je pense que plus le jour va baisser, plus on aura de chances de les prendre. Donc le plan d'eau lui-même, c'est en fait une ancienne réserve d'eau douce de la ville de Melbourne, qui maintenant n'est plus utilisée comme une réserve d'eau douce, mais comme un parcours d'agrément et comme une réserve naturelle. Donc comme vous pouvez sans doute le voir, il y a beaucoup d'oiseaux autour de moi, donc on a des cygnes qui sont noirs en Australie. Comme vous avez pu le voir aussi sur le chemin au début du time-lapse, en tout cas j'espère que vous avez pu le voir, on rencontre aussi des animaux qui sont un petit peu moins sympas, en particulier des serpents. Donc celui qu'on a vu, c'était un tout petit bébé brown snake. C'est donc un serpent marron. C'est probablement pas l'un des serpents les plus dangereux d'Australie, en tout cas de par son venin. Ça reste quand même un serpent s'il vous mord, en particulier quand ils sont un peu plus grands, mais s'il vous mord, ils sont mortels, clairement. Il y a assez peu d'espèces de serpents qui ne soient pas mortels en Australie, de toute façon. Donc celui-là, c'était un tout petit bébé, hein, il devait faire à peu près 20 cm, donc il était vraiment tout petit. Mais c'est la première fois que j'en vois un ici. Alors on sait qu'il y en a, hein, parce qu'il y en a partout. Mais c'est la première fois que j'en vois un en fait. Donc c'était assez bizarre, je dois reconnaître. Donc après le plan d'eau, je le pêche assez régulièrement comme je vous disais tout à l'heure. C'est vraiment l'endroit où je viens quand j'ai besoin de souffler un peu après une journée de boulot ou ce genre de choses, où j'ai besoin de m'aérer la tête. Il y a une partie du plan d'eau qui est ouvert à la pêche en kayak. Donc quand les conditions sont bonnes et que j'ai une après-midi par exemple pendant le week-end, je viens mettre le kayak à l'eau ici et je pêche depuis le kayak. Toute la portion que vous avez en face de vous est pas autorisée à la pêche en kayak, elle est autorisée que à la pêche du bord. Et comme je le disais tout à l'heure, pas partout. Donc là on est au tout début d'un des 3 secteurs autorisés à la pêche du bord sur cette rive. C'est largement suffisant, très honnêtement, pour s'amuser. Alors on est à la fin du mois de mars, donc pour nous ici en Australie c'est le début de l'automne. Donc les températures commencent à baisser de manière assez régulière et puis les jours raccourcissent de manière assez dramatique. On va bientôt changer d'heure, donc on pourra plus du tout aller pêcher. Après le boulot. Donc c'est aussi pour ça que j'en profite. Donc entre le changement d'heure et le fait qu'on sera sans doute bientôt tous enfermés à la maison, exactement comme vous l'êtes en ce moment, il est toujours intéressant de pouvoir tirer parti, ou en tout cas le meilleur parti de ce qu'on peut avoir et de ce qui est disponible. Ensuite, le plan d'eau, en fait, il est tapissé d'herbe sur quasiment toute sa profondeur. Alors il y a différentes espèces d'herbes en fonction de la profondeur. Ici en bordure, c'est une espèce d'herbe qui ressemble un peu à une élodée, un peu. Je sais pas trop exactement ce que c'est, mais peu importe. Ensuite, il y a donc ça
En kayak, j'ai pu voir la manière dont... Pardon, monsieur Singh. En kayak, j'ai pu voir un petit peu la manière dont ces herbes sont réparties. Donc ces herbes qu'on trouve en bordure, on va les trouver jusqu'à à peu près 2,50 m, 3 mètres de profondeur. Et puis ensuite, on va avoir les herbes dont se nourrissent les cygnes d'ailleurs, qui sont en fait des grandes feuilles longues et fines. Et ça, on va les avoir de 3 mètres à 7 mètres à peu près. Et après ça, on va avoir un deuxième décrochement avec une troisième espèce d'herbe, qui est une espèce d'herbe très longue, très fine. Et de mon expérience, en tout cas ici, les poissons que je cherche, les perches et les estuary perch, ils sont plutôt localisés soit dans les herbiers de bordure, soit dans ces herbes longues là. Ils sont en fait embusqués dans les herbes, plus ou moins à la jonction avec le troisième niveau, qui crée un décrochement assez net. Et ils attendent qu'il y ait quelque chose qui leur passe devant le nez. Donc là, pour le moment, j'essaye de pêcher assez vite et assez haut avec ce leurre souple là. Je vais maintenant commencer à laisser descendre un petit peu plus pour voir si les poissons ne seraient pas quand même plus près du fond, ou en tout cas près de ces herbiers. En particulier parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est principalement des prédateurs nocturnes, donc du coup ils ont tendance à être planqués assez bas, assez profond pendant la journée. Donc vous pouvez sans doute le voir, hein, l'eau est hyper transparente. Donc là j'ai de l'eau au-dessus des genoux et on voit très très clairement le fond. Donc on a un gros 1,50 m de visibilité, si c'est pas plus. Donc on pêche relativement fin pour des pêches de ce type. Donc 6, 8, 10 livres. J'ai tendance à pas pêcher trop fin parce que quand on pique un poisson et qu'il se retrouve à venir s'enrouler dans les herbes de bordure, il faut quand même pouvoir lui tirer sur la tête pour qu'il sorte de là. Donc j'ai tendance à pas pêcher trop fin. J'ai pas de touche avec mon leurre souple, donc je vais essayer avec un autre leurre. Donc là c'est un leurre dur un peu plongeant, un peu comme un crank. Enfin un crank d'ailleurs. Alors le problème c'est que bien souvent avec ces leurres qui plongent quand même assez fort, j'ai tendance à me retrouver beaucoup coincé dans les herbiers. Donc j'ai tendance à faire pas mal de pauses assez longues pour le laisser remonter en fait, sinon après je me retrouve tanké en permanence, ce qui est assez pénible. Comme ça par exemple. Poisson. Hé hé. Comme quoi. Ah il monte. Ouais. Estuary perch. Ah cool. Je vais pouvoir vous montrer à quoi ça ressemble du coup. Tac. Voilà. Estuary perch. Oh pardon, j'ai laissé tomber la caméra un petit peu là.
Voilà, une estuary perch. Me pique pas les doigts, s'il te plaît. Donc voilà, donc c'est un poisson avec une gueule qui est relativement grande. Ça ressemble vaguement à une perche, hein, un peu à un bass, je sais pas trop comment on pourrait dire quoi. Mais bon voilà, donc là c'est un petit poisson hein, qui doit faire un peu plus de 20 cm de long. Et ces poissons qui sont assez hauts avec une belle défense, c'est quand même assez sympa. Bon, comme le gros benet que je suis, j'ai laissé mes pinces dans mon sac. Du coup, je suis en galère. Bon, je vais chercher mes pinces. Ouais, pardon poisson, je me dépêche. Donc voilà, estuary perch. Donc c'est des beaux poissons avec ces zones là, ces écailles un peu plus claires. C'est vraiment super sympa. C'est vraiment des super jolis poissons, vraiment j'adore. Assez combatifs. Pour leur taille, en particulier quand ils attaquent les leurs, ils ont généralement tendance à les attaquer assez fort, quoi, assez vivement. Ils font pas dans la dentelle. Allez, file ma belle. Allez. Et voilà. Bon. Ah, je suis content. Au moins j'aurais pris un poisson. C'est pas tous les jours comme ça, très honnêtement. Mais bon. J'aurais pu au moins vous montrer un poisson australien du bout du monde. Donc la pêche en Australie, c'est un sport qui est super populaire. Mais vraiment, enfin un sport et loisir qui est super populaire. Dans le Victoria, juste pour vous donner un ordre d'idée, il y a 7 millions d'habitants à peu près, dont 5 à Melbourne déjà, rien que dans Melbourne. Et il se vend dans le Victoria plus d'1 million de cartes de pêche par an. Donc c'est-à-dire une personne sur 7 va à la pêche, quoi. Ce qui est quand même assez incroyable. On arrive difficilement à le concevoir en France, mais c'est pourtant la stricte vérité. Donc c'est hyper populaire. Et toute l'économie qui va avec est bien évidemment florissante. Donc les bateaux, les cannes, le matériel, etc. On est en plus pas très très loin du Japon, donc on a tendance à quand même avoir beaucoup de marques japonaises, de jolis matériels assez facilement disponibles. Donc ça c'est plutôt cool. Alors vous aurez bien compris la raison pour laquelle, en particulier quand je pêche avec des leurres comme celui-là, je suis plutôt en 10 livres qu'en 6. Quoi. Parce que quand ça reste coincé dans les herbiers, ça peut rapidement coûter très très cher.
comme je le disais tout à l'heure, en fait, cet endroit, c'est une ancienne réserve d'eau et aujourd'hui, donc ça fait partie des parcs naturels du Victoria. Donc c'est géré comme un parc naturel. C'est un lieu de repos pour certaines espèces d'oiseaux migrateurs d'Australie, en particulier une espèce de canard en voie de disparition qui s'appelle le canard à bec bleu. On n'en a pas vu depuis plusieurs années sur le lac, mais ça fait partie de ces espèces qui viennent se reposer là. Ensuite, en termes d'oiseaux aquatiques ou d'espèces d'oiseaux qu'on va trouver ici, il y a des cygnes qui sont noirs en Australie. Donc ils sont vraiment superbes. Ils sont plus petits que les grands cygnes qu'on a en Europe, les grands cygnes blancs. Et en fait, ils ne sont pas exactement noirs, ils sont en fait marron foncé. Mais ils ont en fait, ils ont les plumes à l'intérieur des ailes. La partie terminale de l'aile, les plumes intérieures sont blanches. Donc quand ils volent, ça fait une masse noire avec ces plumes blanches, c'est vraiment magnifique. On a des espèces de hérons, comme celui qui est en train de passer devant nous juste maintenant. Donc on a plusieurs espèces de hérons, ça c'en est une. On a des aigrettes, des grandes aigrettes blanches. On a des spatules. On a des poules d'eau comme celle-ci. Alors les poules d'eau noires qu'on voit là un petit peu partout, elles sont en fait, elles restent là à l'année. On va les trouver toute l'année, comme les cygnes d'ailleurs. Pendant longtemps, les cygnes, ils continuent encore. Vous savez sans doute qu'on a eu des épisodes de feux de forêt extrêmement sévères en début d'année, en fin d'année dernière et début d'année aujourd'hui, qui étaient consécutifs à une sécheresse. Et du coup, les cygnes, pendant la sécheresse, ont tendance à se déplacer pour aller dans les eaux saumâtres ou les eaux salées, donc les baies de Melbourne ou la Western Port, qui est une baie à côté de Melbourne. Aujourd'hui, dans le Victoria, le niveau des eaux est relativement bon. Donc on a eu pas mal de pluie. C'est loin d'être la perfection, mais on a quand même eu un petit peu d'eau. Donc du coup, ils reviennent maintenant dans les lacs et les étangs. Et donc cet étang, ce lac, c'est un sanctuaire pour les oiseaux. Donc bien évidemment, la chasse est interdite. La pratique des sports motorisés est interdite, donc motocross, etc. Mais on a quand même le droit de venir pêcher, moyennant une limitation d'espace, donc on ne peut pas pêcher partout. Et on a aussi et on peut venir se promener en famille, etc. Donc il y a des grandes balades à faire dans la forêt, un petit peu autour. On peut faire la totalité du tour du lac à pied si on le souhaite, ou à vélo. Ce qui fait quelques kilomètres, je ne sais pas exactement, mais ça fait quelques bornes quand même. Et toute la partie que l'on voit là face à nous est complètement normalement interdite à la pêche. Donc vous pouvez avoir des gens qui viennent se promener, mais normalement c'est complètement interdit à la pêche, donc c'est vraiment un paradis pour les oiseaux. Il y a d'ailleurs beaucoup de gens qui viennent pour photographier les oiseaux. Et il y a même une association des amis de Devil Bend qui gère un petit peu en parallèle de Parc Victoria les ressources, l'aménagement, etc. de l'endroit, donc ce qui est plutôt sympa. Il y a vraiment beaucoup d'initiatives de ce style en Australie, ce qui est assez paradoxal avec le mode de vie des Australiens parce qu'ils sont extrêmement consuméristes ou consommateurs. Ils ont une fascination pour les grosses voitures. Pardon. Ils ont une fascination pour les grosses voitures. Et c'est, contrairement à l'image d'Épinal que l'on a de l'Australie, c'est ni des sportifs, ni des écologistes endurcis, bien au contraire. Mais ils ont quand même cette volonté de pouvoir protéger certaines zones et mais en permettant aux gens de protéger certaines zones, mais en permettant aux gens de quand même pouvoir en profiter un petit peu. Donc ce qui est quand même assez bien. Bon là le vent m'embête en fait parce que il y en a pas beaucoup, en tout cas en surface, et c'est juste suffisant pour m'empêcher de lancer mon leurre comme je le souhaite. C'est assez pénible. Je vais changer de leurre. Je vais prendre quelque chose d'un peu plus dense qui va me permettre de lancer un peu plus loin, et puis je vais aussi m'avancer un petit peu.
Ils sont pas farouches quand même, hein. Ils sont vraiment superbes. Donc ils ont ce plumage brun sombre, légèrement marbré. Ils sont vraiment vraiment beaux. Ils sont assez stupides, hein, ça reste des oiseaux, ils brillent pas par leur intelligence. Mais fais ta toilette, bonhomme. Je dis bonhomme, c'est peut-être une madame d'ailleurs. Je sais pas du tout. Ah, on voit bien là ses ailes, ses plumes blanches sous les ailes. Donc quand ils volent, ça fait vraiment quelque chose de très gracieux. C'est des cygnes, hein, donc ils sont forcément gracieux quand ils volent. Mais ça fait vraiment quelque chose d'assez sympa comme effet visuel. On va laisser ça là pour le moment. Donc je suis passé sur un leurre plus dense mais plus petit aussi. Ça permettra de le lancer un petit peu mieux. J'espère en tout cas. Ça va clairement beaucoup mieux. C'est un leurre qui coule aussi, donc ça me permet de pêcher assez profond quand même. En tout cas, sachez que je pense bien à vous en ce moment, dans ces temps vraiment difficiles, aussi bien humainement qu'économiquement, parce que c'est clair que la situation économique va être de plus en plus difficile, et pour tous mes potes qui sont artisans, je sais que le moment va être quand même extrêmement difficile. J'espère que les choses vont s'arranger rapidement. Je crains malheureusement que le plus dur soit encore à venir. Très honnêtement, aussi bien en termes sanitaires qu'en termes économiques. En termes économiques, c'est clair, mais je crains malheureusement qu'en termes sanitaires, la situation ne s'empire dans les prochaines semaines avant de s'améliorer. J'espère qu'ils vont réussir à trouver un traitement rapidement, au moins trouver un traitement rapidement, parce que cette situation est juste incroyable. Et c'est vrai que ça... Vu de là où je suis, quand je vois tomber les chiffres tous les matins quand je me lève, et honnêtement c'est complètement ahurissant. J'espère en tout cas que vous êtes bien chez vous, que vous ne faites pas les fous à aller vous promener, à faire n'importe quoi. C'est vraiment le pire que vous puissiez faire pour vous et pour les autres. Donc restez chez vous. Autant que vous pouvez. Je sais que il faut aller bosser parce qu'il faut bien payer les factures, on est bien d'accord. Mais même si vous allez bosser, faites gaffe, protégez-vous, portez des masques, etc. Parce que franchement, je vous assure, ça fait peur, quoi. Vu d'ici, en tout cas, la situation en France, elle fait peur. Alors ça va nous arriver sur le nez, hein, donc, mais là, on est quand même dans une situation de dingue, quoi. On a l'impression de regarder Walking Dead à la télé, vraiment. C'est assez fou.
Le vent est en train de tomber. On commence à avoir des jolies couleurs de coucher de soleil. Et alors on entend quelques voitures à droite à gauche parce qu'il y a une autoroute qui passe pas très loin. Ici on est, je dirais qu'on est à une toute petite heure de route du centre-ville de Melbourne, sans doute pas vraiment. Par l'autoroute peut-être une petite heure, allez. Mais c'est un endroit, c'est vraiment un havre de paix. On a du mal à croire qu'on est aussi près d'une ville de 5 millions d'habitants, vraiment. C'est vraiment sympa. Oh, manqué. Bien manqué même. Jolie touche, dommage. Oui. Ah, ce coup-ci, je t'ai eu. Alors, le problème, c'est... elle est pas vilaine. Le problème, c'est bien évidemment de devoir les faire passer au-dessus de l'herbier, là, qui est devant moi. Tac. Ah, ben... Alors, celle-là, on peut voir, elle a la mâchoire supérieure déformée, en fait. J'espère qu'on peut bien voir. La mâchoire supérieure déformée. Alors ça l'empêche pas de se nourrir a priori. Elle a bien grandi. C'est des poissons qui ont été mis il y a déjà plusieurs années, donc elle a bien profité. Mais c'est peut-être la raison pour laquelle je l'ai raté la première fois. Attends, ma belle. Oups, oh mince. Bon voilà, elle est partie. Cool, 2 poissons. Bon, je me suis piqué avec mon hameçon en essayant de la décrocher, bien évidemment, parce que je suis un gros imbécile, alors que j'ai mes pinces juste dans ma poche. Mais c'est pas grave. Donc vous pouvez voir, hein, c'est pas des gros poissons, mais c'est des poissons qui sont assez hauts pour leur longueur. Donc ça fait des poissons qui se battent quand même assez bien. C'est vraiment fun à pêcher. C'est des poissons qui normalement vivent dans les estuaires en fait. Donc qui vivent dans toutes les embouchures de rivières, toutes les zones d'eau saumâtre un petit peu, mais qu'on trouve exclusivement dans le sud de l'Australie. Donc en fait on va les trouver pas tout à fait jusqu'à Adélaïde. Si on devait dessiner la côte de l'Australie, on va dire un petit peu à l'est d'Adélaïde, pardon, et jusqu'à avant Sydney. Donc vraiment on va les trouver sur la bordure comme ça,
de la côte sud de l'Australie. Et on va les trouver un petit peu en Tasmanie aussi, mais c'est une espèce, en Tasmanie, c'est une espèce complètement protégée, on n'a pas le droit de la pêcher, parce qu'il y en a très peu, la population a vraiment été mise à mal, donc elles sont complètement protégées. Ici, la maille sur ces poissons, c'est 27. Donc comme c'est des poissons d'alvinage, ils les mettent généralement très largement en dessous de la maille. Ce qui fait que maintenant, comme ça commence à faire quelques années qu'ils n'ont pas alviné, et je ne suis pas certain qu'il y ait une bonne reproduction endémique, je pense qu'il y a pas mal de tous les spécimens qui sont assez largement au-dessus de 27 cm ont sans doute disparu du plan d'eau maintenant. Ça arrive encore d'en prendre, c'est assez rare. La plus grosse, mon record personnel dans ce plan d'eau, qui est mon record personnel tout court d'ailleurs, c'est 40 cm. Ce qui fait déjà un joli poisson, donc je ne sais pas 40 cm là, le poids que ça peut faire, peu importe. Mais ça commence déjà à faire un joli petit poisson. Ah, on a de la compagnie. Ils vont me prendre pour un dingue à me voir parler tout seul, mais c'est pas grave. Oh, ok. Jolie touche encore une fois. Ouais. Elle est revenue dessus, du bon. Donc voilà. Encore une Estuary Perch. Elles sont vraiment jolies. Elles sont pas trop petites. Il y en a vraiment des beaucoup plus petites que ça. Je suis assez surpris par la taille moyenne. C'est assez plaisant à pêcher là. Ça reste des poissons avec une gueule assez grande hein, quand même. On est pour la taille. Donc voilà, Estuary Perch, c'est cool. Nos voisins aussi en ont pris une. Cool. Bon, c'est bien, les poissons sont actifs, il y a des poissons à prendre. C'est sympa.
Mauvais lancer. Je suis presque tombé sur à l'endroit où les enfants d'à côté pêchent, ce qui est quand même pas très fair. Ouais, je vais m'avancer un petit peu, je vais leur laisser cette partie de parcours pour eux. Je vais m'avancer un petit peu de l'autre côté parce qu'en plus de ça c'est beaucoup moins profond et eux ils n'ont pas de waders, donc ils vont sans doute pas pouvoir rentrer dans l'eau. Donc on va faire ça, on va les laisser pêcher cette partie là, nous on va marcher un petit peu et puis on va aller pêcher une zone un peu moins profonde. Donc en fait la topographie du fond, en face des escaliers là où on est descendu tout à l'heure, où on a pêché au tout début, c'est probablement là où c'est le plus creux. Et plus on part vers la droite quand on regarde l'eau, moins c'est profond. Ça fait une espèce de pointe en fait. Donc là je vais m'avancer un petit peu encore. Et puis je vais commencer à pêcher par ici. Donc en fait la pente est juste beaucoup plus douce. Ça n'empêche pas les poissons de s'y trouver. En particulier à ce moment de la journée où ils ont tendance à remonter vers la surface pour se nourrir, donc ça devrait pas être un problème. Et puis ça me permet de mettre un petit peu de distance avec les deux enfants qui pêchent. Comme ça chacun peut profiter du calme et de la sérénité, on va dire.
Oh, quelle touche! Oh, c'est un gros poisson, ça. Je sais pas par où elle est prise pour faire un combat pareil, mais c'est un beau poisson. Elle était fourrée dans les herbes, bien évidemment. Elle doit être prise par le ventre. Je serais pas surpris qu'elle soit prise par... Elle est prise par le côté, c'est pour ça. C'est pas un vilain poisson, ceci dit, mais elle est complètement prise par le côté. C'est pour ça qu'elle était... voilà. Elle est complètement... Elle est venue taper dans le leurre, elle est complètement prise par le côté. C'est complètement fou. Mais bon, c'est pour ça qu'elle faisait des rushs pareils. Allez. Ah. Tac. C'est vraiment des super jolis petits poissons. Vraiment, j'adore pêcher ces merdes. C'est vraiment trop cool. Allez, file. Ils font vraiment des super jolies attaques. C'est vraiment sympa à pêcher. À pêcher comme ça avec des petits leurres durs. Elles viennent taper dessus sur les pauses. Donc ça vous, entre guillemets, arrache la canne des mains. Alors, pas littéralement, mais elles viennent taper dedans quand même assez fort. Donc c'est vraiment sympa. J'espérais que le vent tombe, au final il n'est pas en train de tomber, donc du coup c'est un petit peu frais. Donc comme toujours dans la région de Melbourne, en fait on est très proche de l'océan. Et l'océan c'est en l'occurrence ce qu'ici ils appellent l'océan du Sud, donc en fait le sud de l'océan Indien. Et il y a un phénomène de changement de masse d'air ou de changement de pression entre les masses d'air qui fait que bien souvent quand vous avez une journée assez chaude sur le continent, ça crée un courant thermique en fait, comme sur l'océan Atlantique par exemple, sur la bordure atlantique. Ce qui fait que la masse d'air venant de l'océan du Sud s'engouffre sur le continent, sauf que l'océan du Sud, c'est ni plus ni moins que la porte d'entrée de l'Antarctique, quoi. Donc ici, le vent de sud est froid. Et là, on a un vent qui est sud-ouest, je dirais, sud-sud-ouest. Donc froid, clairement. Il fait plus très chaud. Il a fait bon aujourd'hui, hein, il faisait 25, 26, 27 degrés, donc c'est une belle journée d'automne, vraiment. On en profite parce que ça va pas durer, très honnêtement. Je pense que ça va très rapidement dégénérer. Mais donc du coup, voilà, c'est une des particularités de Melbourne. Ici, les gens ont tendance à dire que si tu te plains du temps de Melbourne, attends 5 minutes. Et c'est assez vrai. Le climat ici est quand même assez bizarre. De par la proximité avec l'océan et le changement rapide de masse d'air comme ça, il peut faire très vite très froid. Il peut faire très très chaud en été par exemple. On peut avoir des vagues de chaleur qui montent au-dessus de 45. Mais il peut faire aussi très vite très froid et on peut surtout changer de température très très vite. Donc il peut faire 35 degrés à midi et 15 degrés à 4h ou 5h de l'après-midi en plein été. Ou en tout cas au printemps. Donc c'est assez perturbant, il faut avoir un petit peu, faut s'y habituer. Et de la même manière, hein, en raison de la proximité de l'océan, eh ben on peut avoir de la pluie qui va passer. Il peut pleuvoir plusieurs fois par jour, ou comme diraient les Bretons, faire beau plusieurs fois par jour. Donc
Climatiquement, c'est vrai que ça ressemble pas mal à la Bretagne. Je dois reconnaître, beaucoup plus chaud, certes, en particulier en été, mais ça s'en rapproche un peu. Et c'est aussi beaucoup plus froid l'hiver, c'est beaucoup plus contrasté. Par contre, par comparaison avec ce que vous pouvez avoir dans le Queensland, par exemple, du côté de Brisbane ou même à Sydney, qui est sur la côte est de l'Australie et qui est en fait baigné par un courant d'air chaud qui vient des tropiques, on a vraiment 4 saisons très distinctes, vraiment comme en France, avec un hiver qui est généralement assez humide et pas très chaud, donc il neige jamais à Melbourne, un petit peu comme il neige extrêmement rarement en Bretagne par exemple. Mais on peut avoir des gelées matinales sans aucun problème tous les hivers. Et on peut avoir 45, 46, 47 degrés, c'est le plus chaud que j'ai eu, 47,3 exactement. Au plus fort de la journée pendant une vague de chaleur en plein été. Donc c'était peu de temps avant Noël, il y a 4 ou 5 ans quand on est arrivé. Et donc ça peut changer très vite, très rapidement. Et très fortement surtout, l'amplitude est assez dingue. Alors après, tout à l'heure, je disais qu'on ne pouvait pas pêcher au cou en Australie, et c'est vraiment une question de matos en fait, enfin de matériel. Trouver des hameçons des hameçons de vin en Australie, c'est juste pas possible, hein, soyons clairs. Mais aussi principalement une question d'èche. Mais bizarrement, les Anglais, quand ils ont colonisé l'Australie, ont importé les espèces de poissons blancs qu'on connaît en Europe. Donc il y a des carpes, il y a des tanches, il y a des brèmes, il y a des gardons. J'ai la photo d'une mouette, par exemple, que j'ai postée sur Instagram il y a quelques jours de ça, quelques semaines de ça, qui est en train de gober un poisson. Et en fait, c'était pendant une crue de la rivière qui passe derrière chez moi. Et je ne le savais pas, mais en fait, c'est un gardon. On le voit clairement sur la photo. Si vous vous amusez à zoomer, vous allez voir, c'est un gardonneau, quoi. Et je ne savais absolument pas qu'il y avait des gardons dans cette rivière. Le problème, c'est qu'à part les pêcher au pain, j'ai pas vraiment d'option parce qu'il n'y a pas d'asticots, c'est quasiment impossible d'en trouver. Je peux utiliser les terreaux de mon composteur, mais ça va être un petit peu compliqué. Et puis surtout, il faut que je puisse faire venir mon matériel de pêche au cou de France, et là, ça va être un petit peu plus pénible parce que les normes sanitaires sont telles que ça va être totalement impossible. Ils me laisseront jamais utiliser en fait du matériel qui a été en contact avec de l'eau douce en Europe, en Australie. Les normes sanitaires sont telles qu'ils me laisseront pas faire. Il faut tout que je nettoie de fond en comble, qu'il n'y ait pas une trace de boue. Ça serait totalement impossible. Ce qui est dommage parce que je pense qu'il y a des jolies pêches à faire. Ils ont un vrai problème avec les carpes ici, donc elles sont considérées comme un animal nuisible. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je les pêche jamais, parce qu'il y en a quand même pourtant beaucoup. Mais on est tenu de les tuer. Et très honnêtement, je ne peux pas m'y résoudre. Ça m'est arrivé quelques fois d'en prendre au leurre, très bizarrement en pêchant au leurre souple, de prendre des carpes dans un lac, pas très loin de Melbourne. Et en fait, je peux pas me résoudre à sécher une carpe, quoi, j'y arrive pas. Donc du coup, je préfère ne pas les pêcher, parce que si jamais je me fais contrôler par les gardes-pêche d'Australie, qui sont beaucoup plus présents qu'en France, croyez-moi. J'ai dû me faire contrôler 3 fois dans ma vie par un fédéral en France et ou la gendarmerie. Et je crois que je me suis fait contrôler au minimum 1 fois par an, si c'est pas 2 fois par an, depuis que je vis en Australie. Donc on n'est pas du tout sur le même registre. Mais donc je m'amuserai pas à pêcher les carpes et les remettre à l'eau. Alors après il y a aussi des règles qui sont un petit peu bizarres, mais un peu spéciales, quoi. En particulier, vous n'avez pas le droit d'avoir de bourruches. Donc vous n'avez pas le droit de garder les poissons vivants. Soit vous les gardez pour les manger et vous les tuez, soit vous êtes obligé de les remettre directement à l'eau. Vous n'avez pas le droit de
vous n'avez pas le droit de les garder vivants dans une bourriche. Donc ce qui est bien hein, d'une certaine manière. Alors c'est aussi je pense une mesure de protection du milieu, donc ça évite en fait de transporter des algues en particulier d'un plan d'eau à un autre. Mais bon c'est vrai que c'est un petit peu perturbant dans une certaine mesure. En fait là je suis en train de changer de leurre, je voudrais utiliser un leurre, là le leurre que j'utilisais coule. Et je voudrais bien utiliser un leurre qui se suspend pour laisser plus de temps au poisson de pouvoir venir le prendre. Je vais changer de couleur aussi, je vais prendre un qui est un peu moins agressif. Je vous laisse profiter de la vue quand même. Ah, je sais pas si on les... ça m'étonnerait que vous puissiez les voir à la GoPro. Ils sont beaucoup plus loin, mais beaucoup trop loin, pardon. Mais de l'autre côté, là-bas, il y a 2 pélicans. Il y en a même 3 en fait, mais il y en a 2 en face et un autre à gauche là. Les pélicans d'Australie, c'est des grands pélicans. Par comparaison à ceux qui ont eu la chance d'aller aux États-Unis, par exemple, les pélicans américains sont beaucoup plus petits. Les pélicans d'Australie sont gros. Quand je dis gros, c'est ils font largement plus que la taille d'un cygne. Ils sont très bizarres, dans le sens où c'est des pélicans, donc c'est des gros oiseaux. Quel imbécile, qu'est-ce que j'ai fait? C'est des gros oiseaux qui sont extrêmement gracieux quand ils sont en l'air, mais qui sont par contre extrêmement pâteaux quand ils sont sur le sol. Donc c'est assez rigolo comme bestiole. Et c'est des oiseaux qui sont assez intéressants. On va dire ça comme ça. Et c'est en tout cas assez impressionnant. Quand vous en avez qui viennent à proximité de vous, vous n'avez pas trop envie de les embêter en fait. Oh, super touche. Oh, comme je l'ai fait voler, mon Dieu, la pauvre. Je la voyais plus loin que ça. Alors ça reste une espèce de perche, hein, donc il y a encore des... ça a pas mal de... Donc ici par exemple, c'est hyper pointu, ça coupe
cette zone-là coupe aussi. Forcément, vous avez des épines à chaque nageoire. Donc c'est quand même assez méchant comme poisson si vous y faites pas attention. Enfin, en tout cas, ça peut être assez... Ça peut vous piquer bien comme il faut, on va dire. Attends, excuse-moi, bonhomme. Voilà. Une autre. Alors celle-là n'est pas aussi haute et un peu plus longue. Mais ça reste quand même des jolis poissons. Alors, si vous entendez un espèce de bruit de klaxon, c'est le signe. Vous inquiétez pas. Ce bruit-là, je ne sais pas si vous pouvez l'entendre avec le micro de la GoPro, mais ce bruit-là, c'est le bruit des cygnes. Pourquoi pas après tout. Qu'est-ce que tu racontes ? Bon, je suis désolé, hein, ce ne sera pas la vidéo la plus passionnante de l'histoire des vidéos de pêche. Il y a un petit peu de poisson, hein, on se plaint pas, mais c'est pas non plus la folie absolue. Ça reste une partie de pêche, comme une autre. On va rapidement manquer de lumière, alors j'espère que vous y voyez, vous, de votre côté, encore un petit peu quelque chose. Mais là, le jour est vraiment en train de tomber assez fort. En plus, c'est assez couvert aujourd'hui, donc il va faire nuit un petit peu plus tôt. En ce moment, pour vous donner un ordre d'idée, chez moi, il fait nuit vers 8h30. Donc c'est assez... Le jour se lève aux alentours de 7h30. Et il fait nuit vers 8h30. Donc on a eu en fait l'équinoxe à Melbourne mais il y a quelques jours. Le 23 ou le 24, un truc comme ça, mars. Donc où on avait la durée du jour et la durée de la nuit qui était égale. Donc, ou en tout cas une durée de jour d'exactement 12 heures. Et donc soleil qui se lève vers 7h30, qui se couche vers 7h30. Un truc dans l'esprit. Mais ici il fait nuit noire vers 8h30 à peu près, je tiens. Oh, belle touche. Elle était toute près du bord, celle-là. Tac. Encore une. You. Attends. Bon, j'ai un petit peu fait mal, celle-ci. Désolé, mesdames. Hop. Et voilà, encore une. C'est vraiment des poissons super jolis. Alors quand il fait beau et chaud, c'est vraiment des poissons qui n'hésitent pas du tout à monter en surface. Alors c'est assez rigolo parce qu'on peut vraiment s'éclater à pêcher en surface. Elles sont assez maladroites, mais tellement agressives que c'est vraiment sympa à pêcher. Ça fait vraiment des belles attaques en surface, vraiment cool.
Là où ça devient marrant avec ces poissons quand on les pêche en surface, en particulier en été quand il fait très chaud, c'est qu'ils ont tendance à venir monter en fait dans ces herbiers de bordure. Donc ça fait des pêches assez musclées, on va dire. Donc c'est vraiment vraiment sympa. C'est vraiment vraiment cool. Bon, j'ai pas mal peigné la zone là, je vais m'avancer un petit peu. On va aller voir un petit peu plus loin s'il y a moyen de faire 2-3 poissons de plus avant qu'il fasse complètement nuit. Alors en Australie, juste pour vous dire, on a complètement le droit de pêcher la nuit. Il n'y a pas d'histoire de secteur de nuit ou de pêche de jour, une demi-heure avant le lever du soleil, etc. etc. Il n'y a rien de tout ça ici. On peut pêcher 24 heures sur 24 si on le souhaite. Il y a par contre des mesures en place pour, en particulier des mesures de taille par exemple, qui sont assez intéressantes. Pour les espèces les plus sensibles, ils ont un système de double taille, où en fait, par exemple, pour une espèce de poisson marin qui est assez menacé, qui s'appelle le flathead, en tout cas une espèce de poisson d'estuaire en fait, d'eau saumâtre, le dusky flathead, il y a une double maille. Donc en fait vous n'avez pas le droit de conserver un poisson s'il fait moins de 30 cm je crois et plus de 70. Donc toutes les grosses, alors c'est aussi une espèce comme pour les pêches, comme le black bass par exemple, où les gros spécimens sont des femelles. Donc vous êtes obligé de remettre tout ce qui fait plus de 70, qui est de manière indubitable une femelle. Vous êtes obligé de le remettre à l'eau, ce qui est quand même très très bien. Vous avez aussi des limites de nombre de captures journalières. Donc par exemple la baie de Melbourne est très très connue pour la pêche du pagre. Et vous avez le droit de conserver, alors je sais même plus, je crois que c'est 5 pagres par jour et par personne. Peu importe. Mais par contre, dans ce nombre de pagres, vous ne pouvez pas conserver plus que 2 poissons de plus de 40 cm. Donc il y a tout un tas de mesures qui sont mises en place comme ça, dans le Victoria en particulier, pour vraiment protéger la ressource, pour vraiment prendre soin en fait des poissons, de l'environnement. Les cartes de pêche en Australie sont peu chères. Il y a des états où il n'y a pas besoin de carte de pêche si on pêche du bord, par exemple. C'est le cas dans le Queensland. Dans le Victoria, c'est une carte de pêche pour tous les types d'eau. Donc vous avez payé une carte de pêche à l'année. Elle vous donne accès à pêcher à tous les parcours, que ce soit l'eau douce ou la mer. Dans les deux cas, vous êtes tenu d'en avoir une, que ce soit en eau douce ou en mer. Et je crois que la carte de pêche, elle est à 35 $ ou 40 $ par an. Donc ce qui fait, bon alors en ce moment avec le crash boursier qui est en train de se produire, je pense que le dollar australien doit être à peu près à 50 centimes d'euros, si ce n'est moins. Donc ce qui veut dire que ça fait la carte de pêche à 20 € quoi, par an. Et on peut même la prendre sur plusieurs années. Donc par exemple la mienne de carte, je l'ai prise sur 3 ans. Alors excusez-moi, je vais avoir une voix un peu bizarre pendant 3 secondes, mais je suis en train de me protéger des moustiques. Donc je suis en train de me couvrir le visage avec ma capuche et mon espèce de masque au visage là, parce que forcément c'est la fin de l'été et les moustiques aussi le savent, donc ils essayent d'en profiter un maximum et ils sont très très fortement après moi pour le moment. Donc j'essaie de me cacher un peu. Mais ouais, donc du coup, il y a vraiment beaucoup, je pense, il y a beaucoup à apprendre sur la manière dont la pêche est gérée en Australie, aussi bien le milieu que les régulations en place pour la pêche et aussi la transparence. C'est un truc qui moi m'a vraiment choqué dans le bon sens du terme.
quand je suis arrivé en Australie, c'est que le département de la pêche, donc ceux qui gèrent les cartes de pêche etc., sont totalement, mais alors totalement transparents et à l'écoute. C'est-à-dire que récemment, par exemple, jusqu'à récemment en tout cas, l'utilisation des mises à l'eau sur la baie de Melbourne, par exemple, était payante. C'est-à-dire qu'elle était gérée par les mairies ou les communautés d'agglomération et il fallait payer pour pouvoir mettre son bateau à l'eau. Et ça a été une demande des pêcheurs remontée au ministère pour que les mises à l'eau soient gratuites, quoi, parce que en fonction de l'endroit où vous mettiez à l'eau, c'était pas le même prix, ce qui fait que les rampes à bateaux les moins chères étaient souvent les plus remplis, les moins accessibles. Enfin bref, c'était un bordel sans nom. Donc maintenant, à part quelques rares exceptions, toutes les rampes à bateaux sont gratuites tout autour de la baie de Melbourne et Western Port, donc qui est la baie d'à côté. Et normalement partout dans le Victoria. Il y a d'autres choses comme ça qui ont été faites. C'est très très transparent. La manière dont ils utilisent l'argent pour les réempoisonnements, la manière dont ils utilisent l'argent pour les infrastructures est complètement transparente. On peut regarder dans le détail chaque centime, où est-ce qu'il va, à quoi il sert. Il n'y a pas du tout cette espèce de décentralisation qu'on peut avoir au poisson. Cette espèce de décentralisation qu'on peut avoir en France avec les... Oups, moi c'est parti. Bon, c'est pas grave. Avec les fédérations départementales, les régionales et tout le bazar, ça en devient... Alors je sais que pour une gestion... pour des questions de gestion locale, c'est très bien. Par contre, en termes de gestion sur le plan national, c'est absolument n'importe quoi, c'est un absolument faire quoi. Savoir où va l'argent, qui utilise l'argent pour faire quoi, quelles sont les priorités, etc. Ici, la question ne se pose pas, c'est un organisme d'État. Donc, l'Australie étant un État fédéral, donc c'est l'État du Victoria, et qui gère tout. C'est-à-dire que aussi bien les aménagements de rampes à bateaux dans un lac perdu au milieu des montagnes australiennes ou l'empoisonnement de ce parcours, par exemple, à 50 ou 60 km du centre-ville de Melbourne, c'est le même organisme qui le gère. Donc ça rend les choses beaucoup plus faciles, d'une certaine manière. Ils ont une liste de priorités qui est aussi déterminée par ce que veulent les pêcheurs eux-mêmes. Donc les pêcheurs ont vraiment un poids et le système décisionnaire, en fait, est vraiment à l'écoute et attentif. Après, il faut aussi comprendre qu'en Australie, tout est géré par l'économie. Et c'est clair que quand vous avez 1 million de personnes qui vous disent, 1 million de pêcheurs sur 7 millions, qui vous disent ou qui se mettent d'accord pour se dire, bon, nous, ce dont on a besoin, c'est un accès gratuit pour les rampes à bateaux, parce que sinon, on ne peut plus aller à la pêche ou ça nous coûte trop cher d'aller à la pêche. Les mecs, ils font vite leur compte, quoi, hein. Ils se disent, bon ben, s'il y a 50 000 ou 20 000 personnes de moins qui se mettent à l'eau, ça veut dire 20 000 bateaux de moins qui vont passer à la pompe à essence pour faire le plein. Ça veut dire 20 000 mecs qui vont pas venir dans les magasins d'articles de pêche pour acheter du matériel. Donc tout ça, c'est des taxes, et puis c'est des taxes sur les produits type TVA, mais c'est aussi des taxes sur les entreprises, etc., qui sont perdues, parce qu'au final, si les magasins ferment, ils ne peuvent pas gagner les taxes. Donc ça, ils ont très très bien compris, ils ont cette économie très très capitaliste, qui est pas forcément toujours une bonne chose, mais qui, dans le cas de la pêche en tout cas, donne un poids à la voix des pêcheurs au regard de l'administration, qui est quand même extrêmement intéressant. Donc ça permet de faire bouger les choses, ça permet aussi de faire remonter des informations, et puis ça permet d'avoir par exemple beaucoup plus de contrôle, quelque chose qui est beaucoup plus régulé, etc. Alors après, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein. Les Australiens, c'est pas des anges, il y en a plein qui braconnent, il y en a plein qui pêchent dans les endroits où ils devraient pas pêcher, il y en a plein qui vont garder des poissons qui font pas la taille légale, que ce soit au-dessus ou en dessous, il n'y a aucun problème à ce sujet. Mais malgré tout, la manière dont la pêche est gérée est quand même vachement plus sympa qu'en France. En tout cas, plus efficace.
Bon voilà, j'espère que vous avez bien profité de cette petite balade, de ce petit bol d'air alors que vous êtes enfermé chez vous. Je ne sais pas si vous les entendez, il y a un espèce de truc qui rigole dans le fond là-bas, c'est un kookaburra, c'est une espèce d'oiseau australien. Un cri totalement bizarre, on a l'impression que c'est quelqu'un qui rigole, c'est trop drôle. En tout cas, j'espère que j'ai pu vous sortir un petit peu de votre routine, de votre monotonie, de ce marasme un petit peu dans lequel vous devez vous trouver en raison de l'isolement, donc ça rend les choses quand même compliquées. J'espère en tout cas que vous vous portez bien, que vous allez continuer à bien vous porter. Prenez soin de vous, prenez des nouvelles de vos proches, profitez-en justement pour passer des coups de fil aux gens que vous n'avez pas appelés depuis longtemps. Après tout, pourquoi pas, ça fait aussi partie du processus. Je pense que c'est une bonne chose à faire. C'est vraiment important. Prenez soin de vous, faites attention et lavez-vous les mains, c'est important. Allez, je vous fais des énormes bises. Je vais sans doute vous laisser tourner la caméra encore 2-3 minutes juste pour que vous puissiez profiter du bruit un petit peu. Et moi je vous dis, j'espère à très très vite. Si c'est pas en vrai, au moins sur les ondes, par Skype, par téléphone. N'hésitez pas à me contacter si vous le souhaitez. Ce sera avec grand plaisir que je passerai un petit peu de temps pour discuter avec vous. Prenez soin de vous, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très vite. Ciao. Encore une? Allez, ciao!